La méthode de Stodola, ou méthode d'itération directe, est basée sur le fait que les pulsations propres sont distinctes en général, et relativement différentes. Transformons le système définissant les valeurs et modes propres en le multipliant à gauche par la matrice inverse de K, qui contrairement à M, n'existe pas toujours. L'expression montre que le vecteur propre QI est tel que multiplié par la matrice à égal K-1 fois M, il redonne le même vecteur divisé par la valeur propre correspondante. Choisissons un vecteur, dit d'essai, dans la mesure où ses coordonnées sont arbitraires. Notons le Q de 0, premier indice d'itération. Par définition, il se décompose de façon unique sur la base des modes propres. Appelons C1, C2, etc. Cn, les coefficients de cette décomposition. Prémultiplions l'expression par la matrice A. Chaque terme du second membre peut être remplacé par QI divisé par oméga I au carré, d'après la relation ci-dessus. On obtient Q de 1, résultat de la première itération. Recommençons l'opération. À chaque fois, le terme d'indice I est divisé par oméga I au carré. Ainsi, le résultat de la pème itération voit chaque QI divisé par oméga I puissance 2p. Par définition, oméga 1 est inférieur à oméga 2, lui-même inférieur à oméga 3, et ainsi de suite. Élevé à la puissance 2p, l'inégalité subsiste et s'accroît. À partir d'un rang p suffisant, les termes second et suivants sont négligeables. Le résultat de l'itération suivante est donc proportionnel au précédent, le coefficient étant 1 sur oméga 1 au carré. On obtient donc simultanément le mode et la pulsation propre. La méthode itérative de Stodola est facilement mise en œuvre dans un tableur. Reprenons l'exemple précédent, traité par la méthode directe. Calculons la matrice d'itération A, présentons le calcul sous forme de tableau. La première colonne, en rouge, est le premier vecteur d'essai, choisi simplement, dont toutes les coordonnées sont égales à 1. Multiplions ce vecteur par la matrice A, le résultat est placé dans la seconde colonne, après division par sa première coordonnée, mémorisée dans la ligne supérieure. Ce diviseur tend à la limite vers 1 sur oméga carré, tandis que le vecteur quotient tend vers le premier mode. Ce quotient est le nouveau vecteur d'essai, etc. On arrête l'itération, lorsque deux quotients successifs sont égaux, avec la précision décimale affichée. On obtient ainsi simultanément le premier mode et la pulsation propre correspondante. On vient de voir que la convergence se fait naturellement vers le premier mode. Revenons à la relation donnant le résultat de la pème itération. Pour que le premier terme non nul soit le second mode, il faut que C1 soit nul, c'est-à-dire que le vecteur d'essai soit orthogonal au premier mode. Écrivons la relation d'orthogonalité du vecteur d'essai Q de 0, avec le mode Q1, en utilisant la matrice de masse. Décomposons Q de 0 sur la base des modes propres. Comme les modes propres sont orthogonaux entre eux, tous les produits sont nuls sauf le premier. Il est bien équivalent de dire que le vecteur d'essai est orthogonal à Q1 ou que C1 est nul. Le premier mode étant maintenant connu, l'orthogonalité se développe sous forme linéaire des coordonnées du vecteur d'essai, avec des coefficients connus. Les vecteurs d'essai satisfaisant à la relation d'orthogonalité peuvent s'écrire comme Q astérisque de 0, obtenu de la façon suivante. Les n-1 dernières coordonnées sont inchangées et la première est déduite de la relation d'orthogonalité. La matrice S1 permet de passer d'un vecteur quelconque à un vecteur orthogonal. Mais si on se contente de prendre Q astérisque de 0 comme premier vecteur d'essai et d'itérer à partir de là, la convergence peut présenter des difficultés. En effet, C1 n'est qu'approximativement nul, à cause des approximations numériques. Donc le premier terme, faible mais non nul, risque de redevenir prépondérant, la convergence se produisant alors vers le premier mode et non le second. Pour maintenir l'orthogonalité des vecteurs d'essai successifs avec la même précision, ils seront réorthogonalisés, en les multipliant à nouveau par S1. Au final, on fera les deux opérations simultanément, en itérant avec la matrice à 1 égale à S1. Appliquons la méthode au même exemple. La relation d'orthogonalité lie les coordonnées du vecteur d'essai. On déduit les matrices S1 et A1. Le calcul se présente sous la même forme. La convergence se produit vers le second mode et sa pulsation associée. À noter que le choix du premier vecteur d'essai, en rouge, traduit le fait qu'au second mode, première et troisième coordonnées doivent être de signe contraire. Toutefois, un choix arbitraire marcherait aussi bien,
peut-être au prix d'une ou deux itérations supplémentaires. La recherche des modes suivants consiste à fabriquer un vecteur d'essai orthogonal au premier déjà déterminé. Par exemple, pour le troisième, les coefficients C1 et C2 doivent être nuls. On écrit donc les conditions d'orthogonalité avec Q1 et Q2, d'où on déduit les relations donnant les deux premières coordonnées du vecteur d'essai en fonction des n-2 dernières. En pratique, on construit la matrice d'orthogonalisation S2. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'itération sera faite avec la matrice A2 égale à A fois S2. Appliquons la méthode à l'exemple précédent. Écrivons les deux relations d'orthogonalité avec les deux premiers modes Q1 et Q2. On obtient deux relations entre les trois coordonnées du vecteur d'essai, suffisantes pour obtenir le troisième mode, défini, rappelons-le à un coefficient près. D'où le troisième mode, dont la première coordonnée est prise égale à 1. Utilisons la relation d'itération, qui en un seul calcul redonne un vecteur proportionnel, dont on déduit la pulsation propre oméga 3. Quelques remarques, les modes doivent être calculés dans l'ordre croissant, ce qui n'est pas gênant, car ce sont les premiers modes les plus importants dans la modélisation. D'autre part, vu le nombre élevé d'opérations enchaînées, les premiers modes doivent être calculés avec une grande précision. La méthode peut être employée pour calculer les derniers modes, c'est la méthode d'itération inverse. Le système se présente sous la même forme. Toutefois, la présence de oméga i au carré au numérateur entraîne que la convergence se produira d'abord vers le dernier mode. En imposant ensuite l'orthogonalité du vecteur d'essai par rapport au mode propre QP, QP1, etc., on pourrait obtenir successivement les modes dans l'ordre décroissant. Appliquons la méthode au même exemple. En imposant ensuite l'orthogonalité du vecteur d'essai par rapport au mode propre QP, QP-1, etc., on pourrait obtenir successivement les modes dans l'ordre décroissant. Cependant, cette itération inverse présente beaucoup moins d'intérêt que la méthode directe, car la notion de « dernier mode » résulte d'un choix arbitraire, les systèmes étant généralement continus. Elle ne peut donner des résultats corrects que dans le cas de systèmes naturellement discrets, comme l'exemple masse-ressort, même si les ressorts possèdent une masse et les masses une déformabilité. Dans le cas de structures présentant un nombre d'appuis, ou de liaisons, insuffisant pour en assurer l'équilibre, la matrice de rigidité est singulière. Toutes les méthodes nécessitant le calcul de l'inverse de K sont en défaut. Exemple, toutes les structures mobiles, véhicules, satellites, ainsi que les lignes d'arbre en torsion. Soit la ligne d'arbre schématique. Les paramètres sont les angles de rotation Q1, Q2, Q3. Déterminons directement les matrices de masse et d'inertie en écrivant l'énergie cinétique et le potentiel. On constate bien que la matrice K est singulière, puisque la somme des colonnes est nulle. Utilisons la méthode directe. Le déterminant de K moins lambda fois M ne comporte pas de terme constant, qui est le déterminant de K. Donc une des solutions est la solution nulle. Les deux autres peuvent être calculées classiquement. On vérifie que le vecteur unité correspond à la première pulsation, nulle. On l'interprète comme un mode rigide. Ici une rotation d'ensemble. Les autres modes propres peuvent être calculés classiquement. Remarque, toute structure libre ou partiellement libre possède autant de modes rigides que de degrés de liberté non bloqués, donc 6 au maximum. Représentons conventionnellement les modes par des segments proportionnels aux rotations. Cela fait apparaître un nœud de vibration au deuxième mode et deux au troisième mode. Ces nœuds représentant des points fixes permettent de recalculer les pulsations à partir de systèmes simples. Notons que cette représentation n'a de sens que si les sections des arbres sont constantes, ou qu'elles ont été remplacées par des sections équivalentes, les différentes rigidités étant représentées en jouant sur les longueurs d'arbres. Une solution pour pouvoir utiliser les méthodes vues précédemment, comme Stodola, consiste à relier la structure libre au support par une rigidité très faible devant les raideurs physiques. Ajoutons, par exemple à gauche, un arbre de raideur K. Examinons deux valeurs de K, 1 centième et 1 dix-millième. On voit que les modes calculés sont excellents dans le premier cas, très bons dans le second. Examinons complémentairement le cas des transmissions de mouvements comportant plusieurs étages de vitesse différentes. Considérons par exemple la ligne d'arbre comportant deux étages.
Le mécanisme est caractérisé par le rapport de transmission, N égale Q3 sur Q2. L'écriture de l'énergie cinétique et du potentiel élastique conduit, en introduisant le rapport N de transmission, à des expressions associées au système ne comportant plus qu'une seule vitesse. Les modes et pulsations propres peuvent ainsi être déterminés classiquement. Ne pas oublier l'incidence du rapport N dans les résultats. Il est possible également de définir un schéma équivalent pour des mécanismes comportant une transformation de mouvement rotation-translation. Le mécanisme comporte une transformation de mouvement caractérisée par le rapport de transmission R égale Q3 sur Q2. L'écriture de l'énergie cinétique et du potentiel élastique permet d'établir un schéma équivalent, et d'élaborer les relations donnant les inerties équivalentes, y compris aux masses en translation. Ce chapitre a permis de voir quelques méthodes de calcul des caractéristiques propres des systèmes. Certaines, comme la modélisation par éléments finis, nécessitent de puissants moyens de calcul. D'autres, au contraire, comme la méthode de Rayleigh, sont très simples de mise en œuvre et leur intérêt est en particulier, de connaître l'ordre de grandeur de la première fréquence propre pour voir s'il y a nécessité d'envisager des calculs plus sophistiqués. Enfin, des méthodes de complexité intermédiaire, comme la méthode de Stodola, permettent d'obtenir à l'aide d'un simple tableur les premières fréquences et modes propres.